matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et donc à la volée, je suis très très heureuse de recevoir Grégoire Pupin. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous, juriste, essayiste français et attendez, j'ai plus la fin de votre fiche, voilà. Directeur du think tank chrétien conservateur ECLJ. Vous êtes à l'origine du rapport Les ONG et les juges de la CEDH de 2009 à 2019 qui révélait l'influence déjà de Soros sur la CEDH et auteur des droits de l'homme dénaturés aux éditions du CERF. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous recevoir pour qu'on parle de George Soros. Alors, petit rappel à nos amis qui nous écoutent. Vous le savez, Elon Musk donc, visiblement est une menace pour la caste mondialo-progressiste au pouvoir en Europe, puisque tous, Thierry Breton, Valérie Hayé, Nathalie Loiseau, ont dénoncé les ingérences étrangères, le nouveau mot, d'un seul coup on s'inquiète des ingérences étrangères, de ce milliardaire américain et ont plaidé pour le, je vous rappelle, bouclier démocratique européen. Je vous propose de l'écouter, Nathalie Loiseau qui parle de ce beau bouclier. On écoute. Elon Musk fait complètement de l'ingérence en Europe. J'ai un message pour Elon Musk. En français dans le texte, occupez-vous de vos affaires. En anglais, pour qu'ils comprennent mieux, mind your own business. Ce que fait Elon Musk aujourd'hui, l'homme le plus riche du monde, c'est de dire ses préférences sur qui devrait voter pour qui en Europe. Voilà, on l'a compris, Nathalie Loiseau qui, comme les autres, fait appel à ce bouclier démocratique européen pour mind your business, occupe-toi de ta figure, en gros. Elon Musk, c'est très bien de s'en rappeler, sauf que on aimerait bien que tout le monde se l'applique dans ce cas-là. Et puis surtout, on aimerait bien savoir ce qui est influence et ce qui est ingérence. Et il se trouve que Nathalie Loiseau, cette même Nathalie Loiseau, tout comme d'ailleurs Amélie de Montchalin, qu'on a entendu tout à l'heure, tout comme Ismaël Emélien, et tout comme d'ailleurs un certain nombre de personnalités très proches d'Emmanuel Macron, étaient membres d'une officine nommé The European Council of Foreign Relations, donc l'ECFR, officine qui était financée par l'Open Society de George Soros et qui a été enregistrée officiellement comme lobby auprès du Parlement européen. Bon, mais comme il y a une bonne et une mauvaise ingérence, Nathalie Loiseau, elle, se dit fière sur Twitter d'exercer son influence dans l'un des meilleurs think tanks d'Europe. Donc là, pas de problème à l'ingérence étrangère. Et voilà, c'est évidemment l'occasion pour nous de nous pencher plus largement, au-delà de cette polémique, sur l'influence de George Soros. Je vous rappelle aussi d'ailleurs qu'il y a eu quelques actualités, puisque Valeurs Actuelles a fait 2 dossiers, notamment sur George Soros, qui est derrière les associations pro-Burkini, et encore d'autres associations anti-rassemblement national, ou qui seraient même indirectement liées au scandale Hello Kitty. On y revient. Voilà, donc intéressant de se pencher sur ce ECFR, ce European Council of Foreign Relations, mais plus largement sur la place que prend George Soros dans nos institutions françaises et européennes. Et pour ça, je suis vraiment très heureuse de vous entendre, Grégoire Pupin. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que peut-être vous pouvez revenir d'abord sur votre dossier initial et ensuite on va élargir sur ce qu'on apprend aujourd'hui, Nathalie Loiseau, la place qu'elle prend, et puis finalement la réponse que vous avez apportée à cette Nathalie Loiseau concernant l'inquiétude de l'ingérence étrangère d'Elon Musk. Oui, alors en fait, pour bien comprendre la situation, évidemment, le monde est de plus en plus globalisé. Les États-nations ont des influences qui, d'une certaine manière, sont concurrencées par des grandes fondations, des grandes institutions privées. Dans le monde politique actuel, c'est pas tellement savoir si vous êtes une institution publique ou privée qui compte le plus, c'est plutôt votre taille. Ce qui compte dans la politique internationale, c'est votre puissance financière, votre puissance médiatique, votre taille globale, bien plus que de savoir si vous êtes un État ou une fondation ou une entreprise. Donc évidemment, Apple, Amazon a beaucoup plus de pouvoir qu'un pays ordinaire africain. On a vu maintenant que M. Musk a un pouvoir aussi évidemment considérable, bien supérieur à certains États. Et il en est de même de George Soros ou d'autres fondations. Donc le caractère, on va dire, essentiel à comprendre, c'est cette présence, cette coexistence d'acteurs privés et d'acteurs publics sur la scène internationale, et le fait que le pouvoir, en fait, il appartient principalement, et bien sûr, à l'argent, à ceux qui ont la capacité d'avoir une vision globale du monde, d'avoir une vision globale des investissements, des rapports de force, de la géopolitique, des relations de continents,
Et c'est évidemment pas au niveau d'un député de province français qu'on a cette vision-là. Cette vision, elle existe beaucoup plus au sein des grandes banques internationales. Elle existe au sein des grands groupes industriels et en particulier des nouvelles technologies internationaux qui ont cette vision. Et pour ces grands groupes, eh bien, il y a nécessité d'avoir un ordre politique qui lui soit, on peut dire d'une certaine manière, Soumis. ordonné, Ouais. soumis et stabilisé. Donc, les grands groupes financiers ont une vision du monde, ont une vision de l'avenir, et ont besoin pour ça d'un ordre politique stable et contrôlé, maîtrisé. Les institutions comme le Conseil européen des affaires étrangères, là, European Council of Foreign Hum. Relations, sert à ça en fait. Ça sert à concevoir l'ordre politique au service du business global, pour parler simplement. Ah ouais. Voilà. Et donc, dans ce monde global, mondialisé, financier, économique, industriel, dans lequel les politiques sont au service de Des la grands intérêts finance, financiers. industrie, parce qu'un député, encore même un ministre, n'est pas grand-chose, même très peu de choses en fait, face à une entreprise ou une banque. Même au plan personnel de sa carrière, un député en fait est très fragile, très vulnérable. Il n'est pas grand-chose face à un grand chef d'entreprise. Et bien dans ce monde, eh bien, les acteurs, il y a ces grands acteurs qui existent comme des fondations qui sont là pour faire de l'influence, organiser le monde politique de sorte qu'il soit compatible, qu'il soit un bon terreau pour l'activité économique. Jusqu'à présent, dans ces grandes fondations, eh bien, on avait une certaine unanimité américaine, globaliste, libérale, que nous, on qualifie globalement de gauche, mais je pense que c'est un peu plus compliqué. Mais Ouais. voilà, globaliste, mondialiste, libéral, progressiste, avec plusieurs institutions, plusieurs ONG, l'Open Society de George Soros, qui est l'une de ses fondations, qui a quand même dépensé 36 milliards de dollars d'argent privé, de la fortune de M. Soros, pour influencer les politiques internationales, les politiques nationales aussi en Europe. Mais vous avez aussi d'autres fondations. Par exemple, la fondation Ford, qui existe déjà depuis les années 30. Vous avez la fondation Rockefeller. Vous avez la fondation Bill et Melinda Gates, qui a quand même Ouais. une dotation de 70 milliards de dollars. Et puis vous avez des milliardaires aussi, progressistes, gauchistes, mondialistes, comme Warren Buffett, qui a donné, je crois, de l'ordre de 40 milliards de sa fortune, en la confiant notamment à la fondation de Gates, avec à chaque fois une vision du monde. Une vision du monde. Donc il y a ces acteurs majeurs qui ont dominé la globalisation pendant ces 40 dernières années, dont Soros n'est que la figure, on va dire, un peu l'épouvantail, parce qu'il aime prendre la lumière et il aime faire de la politique, il aime se mettre en scène. Et évidemment, lui fait de l'ingérence à outrance. Pendant toutes ces années, il n'a fait que de l'ingérence et c'est son but, il en est fier. Mais maintenant, la nouveauté, le nouveau contexte, c'est qu'il y a aussi un milliardaire, Elon Musk, qui est perçu comme n'étant pas progressiste, n'étant pas d'extrême gauche. Et évidemment, dans ce cas-là, ça commence à gêner. Donc la situation dans laquelle nous sommes, c'est qu'on commence à voir des milliardaires, des personnes fortunées, qui ont une vision plus conservatrice sur certains aspects, notamment les mœurs, et bien sûr qui gênent l'ordre établi. Toute proportion égale, on peut parler aussi de la situation en France, où on a aussi un ou deux milliardaires qui commencent à gêner la gauche par leurs investissements, Vous pensez à notamment Bolloré notamment. dans les médias, voilà, et qui aussi exercent évidemment une influence. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, ce sont ces grands acteurs privés qui exercent une influence, qui ont une vision du monde, qui ont une vision de l'avenir, et les politiques leur sont largement, on va dire, subordonnés. Alors, peut-être une question, mais vous allez me dire, c'est une vraie question. Y a-t-il quand même une différence entre ces influenceurs du monde financier, ces grands financiers, donc globalistes, progressistes, ou appelez-les comme vous voulez, donc dans lesquels on situe Soros, Bill et Melinda Gates, etc., et la méthode d'Elon Musk? J'en vois une, mais vous allez me dire si je me trompe. C'est que y a un côté globaliste, progressiste, etc. On finance des associations
qui peuvent elles-mêmes, après, pourquoi pas créer d'ailleurs des révolutions colorées, pourquoi pas créer des remous aux frontières, pourquoi pas, bon, voilà. Donc, et on l'a vu aussi, qui financent des influenceurs du monde politique, enfin des gens qui vont rapporter cette parole, tels que Nathalie Loiseau, Thierry Breton et autres. Donc on Oui. voit les méthodes. Tandis que chez Elon Musk, que je vois ici, moi, avec X, c'est plutôt que lui-même prend la parole directement. Il met à jour sa pensée, il permet des interviews avec des personnes qui n'auraient pas forcément été mises en valeur dans leurs propres médias nationaux. Je pense notamment à cette représentante de la AfD allemande. Et donc, voilà. Mais y a-t-il pour Elon Musk comment dire, des tentacules cachés, tout comme on peut le voir dans la stratégie Bill et Melinda Gates, avec ces influences indirectes qui vont finalement alimenter des activistes ou des politiques influenceurs? Oui, je crois qu'il y a une vraie différence entre les deux, qui est une différence de vision politique à long terme. Bon, on le dit beaucoup en ce moment, Elon Musk a une vision du futur de la civilisation humaine, donc il a une vision aussi progressiste, on peut dire constructive. Il veut emmener l'homme sur Mars. Il croit au progrès. Il est foncièrement progressiste au plan de la technique. Oui. Et donc, c'est pas un homme qui veut la destruction de la nation ou des peuples. Il pense que il est en fait favorable à une humanité forte, je dirais. Il veut la force, la puissance de l'humanité. Voilà, il a un goût de la puissance et de la force pour l'humanité. Il a parfaitement compris que l'idéologie de gauche est une idéologie qui détruit et qui affaiblit et qui donc est incompatible avec sa vision à lui du futur de l'humanité. Alors que vous avez parfaitement raison, la particularité de l'idéologie portée par des personnes comme Gates ou comme l'Open Society, c'est qu'ils défendent des causes qui peuvent paraître particulièrement mortifères et affaiblissantes. Parce que ce sont des personnes qui, effectivement, sont contre l'État-nation, contre la puissance de l'État, parce que l'État, évidemment, organise le cadre dans lequel s'exprime le peuple, organise la résistance du peuple, l'expression du peuple, sa souveraineté face à des intérêts économiques ou financiers internationaux. Donc ils sont contre l'État et ils soutiennent tout ce qui peut fragiliser l'État. Ils soutiennent aussi tout ce qui peut amener l'État à s'aligner sur la politique, on va dire, libérale, démocrate. Donc, oui, il y a une différence d'approche. euh, Je parlais aussi Essentiel. d'une différence de méthode, hein. Alors oui, les méthodes aussi, parce que, bon, d'abord sur les approches quand même, les causes défendues par Gates, par exemple, c'est très largement les questions de santé, mais derrière les questions de santé, c'est les questions de contrôle démographique. Et là, on se retrouve dans la pensée américaine, démocrate des années 60-70, cette longue tradition de volonté de contrôle démographique des pays. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que c'est intéressant, ça, comme que derrière la fondation Bill et Melinda Gates qui se dit altruiste, qui dit on va apporter des vaccins Ah oui. en Afrique, en fait, il y a autre chose. Bah, en fait, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs niveaux. D'abord, bon, Gates lui-même, mais c'est pareil, de son grand ami Warren Buffett, qui a apporté, là, je vous ai dit, des dizaines de milliards de dollars à Gates. Ils sont inscrits tous les deux dans une tradition néo-malthusienne de contrôle démographique. Il y a en Amérique, dans les cercles de pouvoir américains, c'était déjà le cas à l'époque de Nixon, de Kissinger, enfin, c'est vraiment inscrit dans la pensée et la politique américaine, l'idée qu'il faut limiter la croissance démographique, contenir la démographie des pays pauvres, pour la simple raison que les pays riches consomment énormément de ressources naturelles, ils concentrent une grande partie des richesses, mais ils sont minoritaires au plan mondial. Et donc, si on veut que la domination des pays occidentaux perdure, il faut réduire et contenir la pression démographique des pays pauvres. Ça, c'est la réalité de la politique étrangère américaine, de la CIA, de USAID pendant des décennies. Bill Gates ainsi que Warren Buffett, eux-mêmes reconnaissent que les questions démographiques, les questions de surpopulation, comme ils disent encore, eh bien, sont des questions essentielles et se sont investis considérablement. Le discours sur les droits des femmes, par exemple, que défend Melinda Gates, qui a décidé d'investir 1 milliard de dollars pour promouvoir la contraception et l'avortement, c'est pas spécialement féministe en fait. Aujourd'hui, on présente ça comme féministe, ou aujourd'hui, on présente ça comme au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, mais dans la longue tradition américaine, c'est avant tout dans un but démographique, un but de contrôle démographique. Donc là, il faut savoir distinguer
ce qui est avancé comme motif altruiste et les intérêts. Il faut toujours chercher quels sont les intérêts en termes de politique étrangère, en termes de rapport de force industrielle, économique à long terme. Et de la même manière, on peut dire pour Gates, le lobbying qu'ils font pour les vaccins ou pour le contrôle démographique, eh bien, alimente aussi d'une certaine manière leur propre fortune, puisqu'ils sont eux-mêmes propriétaires ou investisseurs dans des entreprises pharmaceutiques. Donc, lorsque Gates investit de l'argent à l'OMS pour que l'OMS adopte des politiques dans le domaine vaccinal, eh bien, d'un côté, il peut défiscaliser l'argent qu'il dépense au nom au moyen de sa fondation, pour faire adopter des politiques par l'OMS qui elles-mêmes vont devenir clientes de ces entreprises qui produisent ces mêmes vaccins. Donc, c'est jamais complètement neutre. Pareil, Soros a des fonds d'investissement. Vous voyez, lorsque d'un côté, il va défendre des causes, d'un côté, il va mettre en selle, pardon, des dirigeants politiques, mais simultanément, il investit dans le pays. Donc, vous avez le cas très intéressant de l'Albanie. J'invite ceux qui pourraient à creuser cette situation. L'Albanie est vraiment un pays dans lequel l'Open Society de George Soros a une emprise très forte. C'est aussi un pays extrêmement corrompu. Eh bien, vous avez simultanément un investissement d'influence qui permet de mettre au pouvoir Monsieur Rama et son environnement, et en même temps Soros qui investit considérablement dans ce pays avec son fonds d'investissement. Donc c'est jamais complètement neutre. Ces personnes ne sont pas sont bien sûr très intelligentes, elles savent parfaitement gérer leurs Un intérêts. petit focus peut-être sur l'Ukraine, puisque vous parlez de l'Albanie. Je ne sais pas si vous avez travaillé sur le dossier de Oui, bah l'Ukraine. alors on peut dire la même chose effectivement en Ukraine avec des investissements considérables. Moi, je parlais récemment avec un haut diplomate européen qui a oui, 25 ans d'expérience de la scène diplomatique européenne, de l'Open Society en Europe. Il me disait: «Pourquoi, à ton avis, est-ce que l'Open Society s'est, disait-on, il y a 1 an et demi, l'a retiré un peu de l'Europe?» Il me disait: «Bah, je pense parce qu'en fait, ils ont atteint leurs objectifs». Et Ah «Ah oui. bon?» Il me dit: «Oui». Et c'était quoi leurs objectifs? Il m'a dit: «Écoute, leurs objectifs, je pense», m'a-t-il dit, cet homme est ambassadeur d'un grand pays européen. Il m'a dit: «Je pense, leur objectif, c'était de séparer l'Ukraine de la Russie». Et donc, il fallait isoler la Russie du bloc occidental, couper l'Europe en deux, séparer l'Ukraine de la Russie. Et en fait, l'Open Society a largement servi à cela, en suscitant évidemment les révolutions libérales pour créer un fossé culturel avec la Russie. Lorsque l'Open Society promeut, parce que c'est dans leur agenda quand même, la drogue, la prostitution, la pornographie, l'avortement, enfin toutes ces formes, le wokisme, toutes ces formes culturelles, de gauche, c'est d'une part par idéologie, mais c'est aussi parce qu'ils sont parfaitement, conscients que si un pays, est, gagné, on va dire, par cette, épidémie, de pensée, gauchiste, eh bien, il se coupe, de ses liens avec la tradition, avec sa propre tradition, avec ses propres racines historiques, avec sa propre identité. Et s'agissant de l'Ukraine, il se Ses coupe de ses racines. liens avec la Russie, évidemment. Donc, même le combat culturel ou le combat pour les libertés nouvelles, le wokisme, sert en fait à faire basculer les pays dans le camp, pense-t-on, occidental, le camp libéral. Il y a eu un investissement considérable qui a été fait par l'Open Society, par exemple, en Pologne. Moi, on a vu ça bien avant, donc 2 ans avant les élections là, qui ont amené au pouvoir Monsieur Tusk. Eh bien, George Soros a investi, il a acheté plusieurs organes, plusieurs médias essentiels polonais. Donc, il y a eu une décision qui a été prise d'investir financièrement dans les médias polonais, d'acheter la principale plateforme en ligne de médias, le principal journal polonais. Et Soros en a pris possession et en a fait des armes de guerre pour renverser le pouvoir du PiS et mettre à la place Tusk. Donc oui, une influence par l'achat des médias, une influence par le financement d'ONG et de fondations qui organisent des campagnes dans ces pays. Donc un travail de sape, évidemment, par les médias, par les relais d'influence au sein des pays pour fragiliser les gouvernements. En même temps, une formation d'une nouvelle élite alternative que l'on met au pouvoir
qui reçoit l'onction des instances internationales. Ça veut dire que souvent, l'Open Society n'agit pas seul. C'est pendant les périodes de pouvoir démocrate aux États-Unis, l'Open Society agit avec l'administration américaine. En Albanie, par exemple, ils ont agi avec USAID, ça veut dire avec l'Agence des États-Unis pour l'aide au développement. Ouais, ouais. Ça veut dire derrière, en fait, avec la CIA. Donc, il ne faut pas croire non plus que ces fondations sont totalement libres, indépendantes. Elles agissent en temps normal, en concertation avec les services, comme on dit, avec L'état l'administration, profond. voilà, l'État profond américain, pour exercer une influence. Ça a été le cas de la CIA, de la Fondation Ford, pendant des décennies, mais pareil, la Fondation Rockefeller. Ces grandes fondations, souvent, sont le bras discret de l'administration américaine, et c'est aussi un peu ce qui explique le fait qu'elles soient toujours riches. Heu, Elles ont de l'argent à profusion parce qu'en fait, elles rendent service, elles font un travail utile, pour l'administration américaine, en tout cas en période démocrate. Là, on a vu monsieur Trump qui a décidé, d'arrêter, l'essentiel des financements, entre guillemets «d'aide au développement». L'aide au développement, américain, c'est principalement un levier d'influence aussi, et qui est encore plus important en termes de chiffres que les fondations comme l'Open Society ou Et même il le sait pertinemment Gates. bien, donc l'idée pour lui, c'est d'assécher un peu ces relais d'influence, un peu partout, ces tentacules. Ex Exactement, pour lui, c'est de l'assécher, évidemment, ils en sont parfaitement conscients. Moi, j'ai eu une discussion avec un responsable de Washington là récemment, sur précisément qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour essayer de réduire l'influence nocive de ces grandes fondations, Oui. chez nous. Parce qu'ils nous envoient ces fondations qui sont présentes. Certes, monsieur Trump est au pouvoir en Amérique, mais ces fondations sont toujours là et actives. Donc oui, ils veulent les assécher, mais ce dont on peut être certain, c'est que des gouvernements comme ceux de la France, comme ceux de M. Macron, enfin M. Bayrou, ou même l'Union européenne, prend le relais. C'est-à-dire que lorsque les États-Unis décident de ne plus financer, par exemple, le, la Fédération internationale du planning familial, qui est la principale institution de contrôle démographique, IPPF, et bien dans ce cas-là, c'est l'Europe qui finance à la place, c'est les pays scandinaves, c'est Mais la France. l'Europe qui était elle-même, on l'a rappelé tout à l'heure, avec notamment Ursula von der Leyen, qui est quand même une personnalité intéressante, Oui. qui est elle-même complètement perméable, on va dire, aux injonctions américaines, si ce n'est perméable, voire complètement sous sa domination, sous sa direction. Donc c'est vrai que bon, l'Europe, pour le moment, n'est pas capable de faire ce bouclier. Et alors justement, qu'est-ce que ça change selon vous, l'arrivée, un, de Donald Trump, deux, particulièrement d'Elon Musk? On se dit, Donald Trump, on le voit, vous l'avez dit, il avait annoncé d'ailleurs, je veux assécher le Mario, je crois que c'était comme ça qu'il le disait. Est-ce qu'il va réussir à l'assécher? Et puis surtout, là, dans ce que vous nous disiez, on a l'impression on va avoir une lutte des titans, finalement, de ces monstres qui nous dépassent tous. Et est-ce que finalement, dans cette lutte, on va pouvoir récupérer quelque chose, ou est-ce qu'il faut se méfier de l'un autant que de l'autre? Voilà. En fait, il faut défendre la démocratie. Pourquoi? Parce que cette lutte de titans, elle est évidemment adémocratique, mais on peut dire que le vote, le suffrage populaire, c'est son point faible. Hem, on voit ces titans s'opposer, qui pensent que le pouvoir doit être réparti entre eux. La seule façon d'agir, en fait, c'est malgré tout d'éclairer le peuple, de le faire voter, d'avoir des élections, et de tenir ferme. Il y a eu récemment les élections en Roumanie, vous avez vu, Ouais. le peuple n'a pas voté comme le souhaite l'Union européenne, on a fait annuler les élections. Quand je dis «on», c'est Bruxelles, c'est l'OTAN, c'est évidemment, c'est les voilà. Donc la question principale, c'est comment défendre la démocratie face à ces grands titans. Moi, je crois que, monsieur Trump, est un démo est un respecte le vote, respecte le suffrage électoral. Je pense qu'il est patriote pour les États-Unis et que ce n'est pas un globaliste. Il veut, une grande Amérique, il veut une Amérique puissante. Évidemment, ça nous met au défi, d'être aussi forts nous-mêmes, mais ce n'est pas un homme qui veut le dépassement, des nations par la gouvernance globale, mondialisée, et cetera. Donc c'est totalement différent et il veut le bien des gens. Je crois que ça, c'est aussi extrêmement clair. Il a une approche, réaliste, une approche de bon sens. Il n'aime pas heu,
les personnes qui prétendent savoir mieux que les autres et avoir une vision, on va dire, civilisationnelle à la place des autres. Il veut simplement lui aussi la force, on va dire, comme monsieur Musk. Donc, heu, donc pour nous, ce nouveau contexte, il est en fait de savoir si on veut s'accrocher, à un idéal de globalisation dans lequel, l'Europe, aurait, pense-t-on, sa place comme pôle régional, du monde, libéral occidental. Et ça, c'était la vision de Villepin, c'est la vision ancienne, de Macron et cetera. L'Europe, puissance financière, puissance, tertiaire, pôle régional. Ou bien si, on accepte les nouvelles règles du jeu que Trump et Musk essaient de poser, qui sont des règles du jeu, on va dire, de l'ancien monde, de l'ancienne approche, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus simplement économique, mais franche aussi et directe, où on respecte le vote, on respecte les peuples et c'est un peu chacun pour soi et que le meilleur gagne, mais sans haine, ni animosité et de façon, franche et directe. Je pense que c'est quand même une façon totalement différente d'envisager la politique. On préfère avoir des concurrents, francs et directs, plutôt que d'avoir affaire à des réseaux d'influence qui veulent simplement vous renverser, par des biais illégitimes. Ouais, est-ce que finalement vous êtes, avec ce que vous venez de nous dire et puis, surtout, avec tout votre travail depuis si longtemps sur ces réseaux d'influence, et d'ingérence même, disons-le, est-ce que vous êtes assez optimiste aujourd'hui au vu de ce grand basculement de ce qui est en train de se passer notamment aux États-Unis? Alors, je pense qu'il est trop tôt pour, bon, moi je suis très content des résultats des élections américaines évidemment. Il y a eu d'excellentes décisions qui ont été prises par monsieur Trump, donc pour cela je suis, optimiste, même au plan de la géopolitique internationale. Je suis convaincu que cette élection va, plutôt régler des problèmes qu'en causer. De nouveau, va clarifier le jeu, géopolitique, considérablement, va, nous débarrasser un certain nombre d'influences parasitaires, au sein des Nations unies, voilà, les États-Unis. L'administration américaine, sous Biden a eu une influence délétère au sein des Nations unies. Donc, je pense que ça va un petit peu purifier, nettoyer, faire le ménage dans les relations internationales. Donc c'est très positif de ce point de vue-là. Maintenant, pour moi, la question principale, ça va être l'une des questions principales, c'est comment vont réagir les banques? Comment va réagir la finance internationale, à cette nouvelle situation? Est-ce qu'elles vont, «acheter» entre guillemets Trump? Est-ce qu'elles vont, pardon, quand je dis acheter, ça veut dire, être conquises, être convaincues? Oui. Est-ce qu'elles vont adhérer, à sa vision? Ou est-ce qu'il va être, Bloqué. voilà, en opposition? Parce que qui aujourd'hui est capable vraiment de résister à Trump? On ne le voit pas très bien. Si les banques le soutiennent, je pense il aura largement gagné son pari. Et je ne vois pas l'Europe, faire seule, le monde globalisé, ultralibéral, à la hollandaise. Voilà, donc je pense que l'Europe doit s'adapter. L'Europe est en train déjà de s'adapter. Bah là, elle Hem résiste, hein, on le voit avec toutes ces déclarations, Nathalie Loiseau, Thierry Breton et tout, elle résiste Oui, de mais tous c'est ses pas fers. Ouais. grand-chose, Nathalie Loiseau, c'est Bah vraiment non. très peu de choses. Je veux dire, cette dame-là, je veux dire, nous non plus ne sommes pas grand-chose, mais cette dame-là, je veux dire, elle est pas qu'a-t-elle créé comme valeur dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle a créé comme entreprise? Quel est son non, si elle perd les élections, elle n'est plus rien. Donc c'est pareil, ces hommes politiques, ils vont dans ces think tanks-là, bruxellois et autres, précisément pour essayer de se rapprocher du vrai pouvoir, pour essayer d'exister dans les cercles du vrai pouvoir. S'ils Ouais. vont à Davos, c'est pour être dans le vrai pouvoir, parce qu'ils savent bien que c'est pas leurs quelques dizaines de milliers d'électeurs qui constituent la source du vrai pouvoir. Donc, par contre, c'est différent lorsque l'on parle de personnes comme Mélanie, ou comme Orban, ou de grands voilà, des personnes politiques de premier plan qui bénéficient d'un grand soutien populaire. Là, effectivement, on a des personnes qui, dans le champ politique, disposent d'un réel pouvoir. Ouais. Et moi, ce que je pense comme évolution, c'est plutôt ça. Ça veut dire que c'est le réveil, Les patriotes. oui, de la conscience nationale, de la conscience souveraine, et plus encore le sens de la responsabilité. Ça veut dire que, le grand bien, de certaine manière, que nous fait, Trump, et même Musk,
en nous donnant cette gifle, c'est de nous réveiller. C'est de nous dire: «Maintenant, vous devez être responsable vous-même de votre avenir». C'est plus, l'OTAN qui va payer à votre place votre sécurité. Ouais. Vous devez assumer, d'être dans un monde de compétition, un monde difficile et si vous voulez continuer à exister, eh bien, travaillez. Eh bien, merci beaucoup Grigor Pupin pour cette très riche analyse autour de ce monde d'influence, d'ingérence étrangère. Et elle existe depuis bien longtemps et elle nous vient très souvent des États-Unis. On l'a bien compris. Donc, quand on parle d'ingérence, parlons de toutes les ingérences et surtout celles qui nous concernent en premier. Je rappelle que vous êtes directeur du think tank chrétien conservateur ECLJ et ce rapport, les ONG et les juges de la CEDH qui révélait l'influence de Soros sur la CEDH et votre livre Les droits de l'homme dénaturés aux éditions du CERF. Merci encore. Merci à vous tous.